Bonsoir. Donc le thème qu'on va essayer d'aborder ensemble est un terme très vaste qui est comment construire une famille juive. Alors bien sûr, certains pourront me dire pourquoi ne pas intituler ça tout simplement comment construire une famille. Pourquoi est-ce que j'ai mis famille juive? On va essayer de s'en rendre compte dans quelques instants si vous le voulez bien. Le point de départ de notre réflexion commence bien sûr par un thème que nous allons tirer de la paracha de cette semaine, Balak. Nous avons donc dans un épisode extrêmement fameux de l'histoire du peuple juif dans le désert, un événement qui est celui donc de la confrontation que va avoir le peuple d'Israël avec un personnage très particulier qui s'appelle Bilham, qui va être commandité par un roi qui s'appelle Balak, pour pouvoir maudire le peuple d'Israël. Reposons un petit peu les cadres de l'histoire. Le peuple juif donc est en mouvement, il va vers la terre d'Israël, et bien sûr dans ce mouvement, les différentes peuplades qui sont en face de lui leur proposent d'abord de ne pas rentrer en conflit, et puis si conflit il y a, eh bien le peuple d'Israël avance et avance. Et puis à un moment, il y a un roi qui s'appelle Balak, qui voit arriver donc le peuple d'Israël, qui a extrêmement peur, et qui donc va appeler un homme qui s'appelle Bilham, et demandera à Bilham de venir maudire le peuple d'Israël, car en effet, il sait que cet homme a la possibilité à un moment de dire des mots qui pourraient, dans les univers célestes, avoir une influence néfaste sur le peuple juif. Pourquoi, comment, de quelle manière? On ne va pas trop le développer ce soir, mais ce qui est sûr, c'est qu'il sait que sa parole pourra générer un certain nombre de choses. Et donc, Bilham va pour maudire le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël n'est pas au courant. Il est sur des montagnes, il le voit. Et à un moment, Bilham va dire la chose suivante. Lorsqu'il va voir donc tout le peuple d'Israël installé, eh bien, le verset nous dit la chose suivante. Vaïssa Bilham et Tenav, Bilham leva ses yeux, Vayar et Israël shochen lishvatav. Et il vit le peuple d'Israël, shochen qui résidait lishvatav, suivant ses tribus, Vatehi alav ruach Elokim, et fut sur lui le souffle divin. Il commence donc à s'exprimer et va dire la phrase suivante, Matovu alecha Yaakov mishkenotecha Israël, que sont belles tes tentes au Jacob, mishkenotecha tes sanctuaires Israël. Une des phrases les plus fameuses de bénédiction que l'on connaisse dans la tradition juive, puisque vous savez que dans bon nombre de synagogues, eh bien, on a cette phrase qui est inscrite en haut, Matovu alecha Yaakov, que sont belles tes tentes Jacob, mishkenotecha Israël, tes résidences Israël. Vous le verrez sûrement dans bon nombre de synagogues, cette phrase a été prononcée donc par cet homme Bilham, qui est le prophète des nations et qui vient maudire le peuple d'Israël. Je vous rassure tout de suite, on va arriver au sujet. Pourquoi est-ce que Bilham dit cette phrase? Il l'a dit parce que, dit le verset, il voit le peuple d'Israël shochen lishvatav, le peuple d'Israël qui était installé lishvatav suivant ses tribus. Ça veut dire quoi? Ben oui, ils étaient organisés. Le peuple d'Israël, les 12 tribus d'Israël étaient organisés, donc il le voit installé, mais pourquoi est-ce que le verset se focalise là-dessus? Et il va dire cette phrase extraordinaire dans laquelle il glorifie à la fois les tentes et les résidences de la parole de Dieu, c'est-à-dire ce que l'on appelle le Beth Midrash, le lieu d'étude, la maison de prière, mais en même temps, il y a aussi Oalecha Mishkenotecha, il va parler aussi des différentes tentes qui constituent le peuple d'Israël, c'est-à-dire les différentes familles qui sont présentes, Mishkenotecha tes sanctuaires, car en effet, dans la tradition juive, une maison, une famille s'appelle Mishkan Me'at, un petit sanctuaire. Pourquoi va-t-il donc magnifier? Qu'est-ce qu'il magnifie ici? Qu'est-ce qu'il dit de spécial? Eh bien, shochen lishvatav. Il fait le constat que le peuple d'Israël est installé suivant ses tribus, et les maîtres du Talmud nous disent qu'est-ce qu'ils voient? Non pas une organisation de camps, mais ra'a she'en pitre mechuvanim zelazé. Il voit que dans le peuple d'Israël, dans l'organisation de sa structure, eh bien, de manière, on aurait dit dans un système d'urbanisme de l'époque, ils avaient fait attention de faire en telle sorte que les portes des tentes ne s'ouvrent pas les unes vers les autres. Traduction, le peuple d'Israël avait compris que l'univers de la famille est un univers qui se doit d'être protégé, et donc c'est la raison pour laquelle ils ont fait en telle sorte de ne pas voir ce qui se passe chez l'autre, c'est-à-dire
de faire en telle sorte que l'on n'ait pas envie de découvrir ce qui se passe dans l'histoire de l'autre, et pour aller plus loin, de ne pas construire leur univers à travers des modèles comparatifs. On a ici donc la bénédiction de Bilam qui va parler sur la famille juive. Bilam dit voilà, ma bénédiction par excellence, la phrase la plus puissante que j'ai envie de dire, c'est de magnifier ce qui est l'essence même du peuple d'Israël, c'est ses structures familiales, que Bilam découvre à travers la capacité que ces familles ont de créer un univers, entre guillemets, clos au sens non péjoratif du terme, un univers dans lequel chacun s'occupe de construire ce qu'il doit mettre en place et n'est pas sans arrêt en train de poser un regard sur l'autre. Alors, ça serait donc ici la base un petit peu de ce que l'on appellerait la famille juive. Et si vous le voulez, on va faire un petit détour par le reste de la paracha pour voir où sont au fond les premiers enjeux de la construction d'une famille. Est-ce qu'une famille, c'est la réunion de deux êtres qui par la suite vont donner des enfants et de facto seront une famille? Ou est-ce que c'est une philosophie, un regard a priori? Est-ce qu'une famille, c'est juste une réunion d'individus qui sont liés par le sang, ou il y a quelque chose d'autre qui se joue à l'intérieur de cela? Shochan Ishvatav, être installé suivant ses tribus, comme nous venons de le voir, c'est être capable de savoir d'abord en premier lieu s'occuper de son univers. C'est-à-dire que la famille, c'est un lieu dans lequel je m'investis, un lieu dans lequel vers lequel je me focalise, et surtout un lieu qui ne doit pas être sans arrêt ouvert vers l'autre avant qu'il ne se soit construit lui-même. Alors ça donne a priori une vision un petit peu réductrice de l'univers de la famille. On va voir que ce n'est pas si réducteur que cela. Tout d'abord, arrêtons-nous un instant sur la personnalité de Bilham, c'est-à-dire de cet homme qui va prononcer cette phrase-là. Qui est Bilham et qu'est-ce qu'il nous apprend sur les prémices de ce que doit être une famille juive? Bilham, vous le savez, c'est quelqu'un qui veut détruire le peuple juif à travers sa parole. Il ne va pas y arriver. Bilham est celui qui est une des stratégies que les nations du monde vont mettre en place vis-à-vis du peuple d'Israël pour le faire disparaître, en s'attaquant à ses fondamentaux, c'est-à-dire à la famille. Comment cela? Dans la paracha, nous avons donc deux individus majeurs. Balak, qui veut empêcher l'avancée du peuple d'Israël, qui, lorsque Bilam ne va pas réussir à les maudire, va partir dans une guerre physique qu'il va perdre, et quelqu'un qui s'appelle Bilam, qui est dans une stratégie beaucoup plus fine pour pouvoir faire disparaître ce peuple qu'il ne pourra pas faire disparaître à travers sa parole et dont il va magnifier après l'élément qu'il voulait détruire. C'est-à-dire que Bilam, en disant cette phrase, nous révèle où, au fond, il avait envie de détruire. Bilam dit, votre dimension extraordinaire que l'Israël, peuple juif, c'est Oralim, c'est tentes, c'est Mishkenot, c'est sanctuaire, mais c'est justement vers ça que j'avais envie d'aller et de maudire et de détruire. Mais je n'y arrive pas, au contraire, je vais les bénir. Qu'est-ce qu'il voulait faire à la base? Comment comptait-il faire disparaître la famille juive? C'est-à-dire quel était le point sur lequel il voulait véritablement se focaliser. Bilham a un nom très curieux que les maîtres du Talmud analysent, puisque Bilham, ce sont les mêmes lettres que deux mots, Boléa-Am. Bilham, Bet Lamed Aïn Mem, avec lequel vous pouvez faire deux mots qui sont Boléa, Bet Lamed Aïn, Am, Aïn Mem. Le Aïn étant donc la lettre qui rejoint les deux mots. Boléa-Am, Boléa, en hébreu, ça veut dire absorber. Bilham voulait détruire ce qui est l'essence même de la famille juive à travers un système d'absorption. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il voulait mettre en place au fond? Bilham sait que la force d'une famille juive, c'est d'assumer sa particularité, sa spécificité. C'est de transporter dans son quotidien un certain regard sur le monde, une certaine vision sur l'existence. Ne serait-ce qu'à travers des choses toutes simples, comme le rapport que l'on a à l'enfant, comme le rapport que l'on a au fait de donner la vie. La vision que nous avons dans la Torah de ce qu'est une famille, c'est un lieu dans lequel un homme et une femme se rencontrent, et cette rencontre doit faire émerger la venue
d'un certain nombre de neshamot, d'âmes dans l'univers. Et qu'il y a ici un point central dans la famille. La famille n'est pas un lieu dans lequel des enfants vont naître. La famille est un lieu dans lequel on désire amener des enfants à la vie. Bien sûr, il ne s'agit pas de faire un concours et de dire « j'en ai plus que toi », mais c'est avant tout dans ce que l'on a dans la tête. Est-ce que l'enfant est un élément que l'on met à l'intérieur ou est-ce que l'enfant fait partie du projet de la famille dans sa structure même? C'est-à-dire, est-ce que nous nous voyons en tant qu'hommes et femmes comme vecteurs de la possibilité d'amener dans le monde des âmes? Et vous comprenez bien qu'à partir de cela, il y a une différence fondamentale avec d'autres définitions de la famille. Amener au monde des âmes, c'est s'inscrire à l'intérieur d'un projet dans lequel on a une responsabilité qui s'inscrit au niveau d'un devenir, aussi bien par rapport à un passé vis-à-vis duquel nous nous sentons responsables, que d'un futur par rapport auquel nous avons une obligation de construire. Et ce n'est pas du tout la famille dans laquelle je m'intéresse à moi, dans lequel l'enfant et l'autre n'est là que pour pouvoir satisfaire mon besoin de bien-être. C'est-à-dire que derrière cela, c'est une autre philosophie de l'existence qui se dégage. Aujourd'hui, vous constaterez que la plupart du temps, si les familles explosent, c'est que nous avons, comme les deux éléments premiers qui les constituent, essentiellement deux égos. EGO. Des pseudo-égos AUX, mais surtout deux égos. Deux individus qui cherchent à voir de qui ils vont pouvoir prendre, qui regardent l'autre à travers ce qu'il va pouvoir leur donner. En quoi va-t-il satisfaire mes besoins et mes attentes? La Torah nous dit c'est exactement le contraire. La famille, c'est un univers dans lequel tu te poses la question de ce que tu vas apporter à l'autre, de ce que tu vas donner à l'autre. Et de manière plus large, de par le fait que je possède cette potentialité d'amener la vie, de la responsabilité que cela crée. L'enfant n'est pas un poids, l'enfant c'est une responsabilité. Une autre lecture. Et Bilam, ce qu'il veut, c'est faire en telle sorte que les fondamentaux de la famille n'existent plus à travers le regard différent qu'elles porteront sur ce qu'est une famille. Comment est-ce qu'il fait? Comment est-ce qu'on amène quelqu'un à poser un autre regard sur ce que doivent être les choses de manière très simple? Boléa, absorber, ce sont les mêmes lettres qu'un autre mot, qui est le mot alouv, qui veut dire mépriser. Boléa, bet, lamed, aïn, ou alors alouv, aïn, lamed, bet. Ce sont les mêmes lettres, organisées différemment. Bilam a compris que pour pouvoir amener le peuple juif à abandonner son regard spécifique sur la famille et de manière plus élargie sur l'existence, il faut que le juif se sente méprisé, méprisable dans sa vision qu'il a des choses. Et c'est très intéressant parce que lorsque quelqu'un se sent méprisé ou méprisable, de par la vision qu'il a des choses parce qu'elle n'est pas celle qui est communément admise dans les systèmes dans lesquels il vit, il a tendance, naturellement, pour pouvoir être accepté des univers dans lesquels il se trouve, à abandonner son regard spécifique sur les choses et à adopter ce que la société lui propose comme regard. Il y a quelque chose ici de très pernicieux. Il y a deux manières de détruire les fondements d'un peuple. Soit en s'attaquant à lui physiquement, ce que va faire parfaitement Balak, il n'y arrivera pas, soit en l'amenant à quitter de lui-même sa particularité, parce qu'il n'arrive pas à l'assumer face au système qui pense différemment que lui. Ça, c'est sa stratégie à Bilam. C'est-à-dire que quand Bilam va chercher à maudire, la malédiction de Bilam, c'est quoi? Malédiction en hébreu se dit klala. Klala vient de la racine kal. Kal, ça veut dire léger. Bilam a envie d'amener le juif à avoir une vision très légère de sa particularité, de ne pas réaliser que sa spécificité, c'est quelque chose qui a du poids, qui a de la force, qui représente quelque chose. Et donc à partir de cela, l'absence de conviction que l'on va avoir sur le regard que l'on porte sur les choses, nous amènera au bout d'un moment à abandonner ce regard et, de facto, à abandonner une manière d'être. C'est ça sa stratégie. Et on se rend bien compte qu'au fond,
C'est ici où se situe l'enjeu de la famille juive dans la totalité de l'histoire. L'enjeu numéro 1 de la famille juive commence d'abord par la capacité que l'on a d'assumer la définition que la Torah nous propose d'une famille et de savoir résister aux pressions des univers dans lesquels nous sommes, qui nous poussent à abandonner cette vision qui s'exprime après de manière extrêmement concrète dans une réalité au quotidien. Ça, c'est donc déjà le préambule. Construire une famille juive, c'est d'abord se poser la question de ça veut dire quoi juif ? C'est quoi une famille juive ? Est-ce que c'est une famille dans laquelle on met en place des rituels comme d'autres ont des rituels ? Ou est-ce que c'est un univers dans lequel on a un autre regard sur l'existence ? Est-ce que c'est un univers dans lequel ce que d'autres nous proposent sur ce qu'est le rôle de l'homme et de la femme, sur ce que doit être l'importance de l'enfant, est-ce que nous sommes prêts à un moment à nous inscrire en faux, à l'assumer et être capables de ne pas vouloir, sur ce point-là en tout cas, nous intégrer. Ce besoin que l'on a d'intégrer, qui est la plupart du temps le désir de la perte de la spécificité de l'autre, non pas sur des points de détail qui au fond ne dérangent personne, mais sur des regards fondamentaux. Voilà un petit peu le premier enjeu. Alors essayons de réfléchir sur le regard que la Torah porte, donc sur la famille à travers cela. Tout d'abord, Ra'ash en pitrem chouvanim zelazé, rentrer dans un monde dans lequel je ne construis pas ma démarche en regardant ce qui se passe chez l'autre. Traduction, savoir que je ne peux pas être l'imitateur de l'autre, parce qu'en étant l'imitateur de l'autre, je ne construirai jamais ma propre histoire. Le Mesilat Yesharim, qui est donc un texte fondamental du Moussar, de l'éthique, nous dit Yesod HaChassidut v'shoresh avodat mima. La base même de toute la démarche du service divin est She'itbarer ve'itamet etzel ha'adam machovato be'olamo. Que soit clair et évident chez l'individu quelle est son obligation dans son univers. Non pas quelle est l'obligation que l'homme a dans l'univers, mais quelle est la mienne, perso, be'olamo, dans mon propre univers. Donc c'est-à-dire c'est dans mon univers à moi que je vais devoir découvrir qu'est-ce que je dois faire émerger de manière particulière. Donc ce n'est pas en essayant de faire ce qui se passe chez l'autre que je vais construire véritablement mon histoire. C'est-à-dire qu'on n'est pas ici dans un principe qu'on n'était pas curieux, on n'était pas jaloux, c'est évident. Mais en pitrem chouvanim zelazé, ce qui se passe chez l'autre ne m'intéresse pas parce que l'autre ne doit pas constituer pour moi la référence à imiter. Ah, vous allez me dire, mais l'autre, alors je vois arriver les gens avec les gros sabots, oui, mais l'autre est pratiquant et moi moins. Mais c'est pas parce que l'autre l'est que je dois l'être. C'est dans la relation que je décide, moi, d'avoir avec le Créateur, que je dois inscrire ou non une dimension religieuse dans notre famille. Ce n'est pas un copier-coller de ce que l'on voit chez les autres. La Torah ne supporte pas les imitations. J'avais un maître qui nous disait la chose suivante, je dis au passé parce que celui-ci n'est plus de ce monde. J'avais un maître qui nous disait que l'objectif, ce n'est pas de faire quelques locomotives qui tireront de multiples wagons, mais que chacun soit sa propre locomotive, c'est-à-dire que chacun sache qu'il construit une histoire par lui-même et qu'il ne doit pas chercher à faire en telle sorte que son histoire soit calquée sur celle de l'autre. Parce que machovato be'olamo, quelle est ton obligation dans ton propre univers? Et ton univers, c'est toi, ton conjoint, ta structure familiale, et non pas ce qui se passe chez l'autre. C'est vrai que c'est beaucoup plus simple d'être dans des copier-coller. C'est vrai que c'est beaucoup plus simple de voir le modèle de fonctionnement de A et de le reproduire chez nous. Et ça peut éventuellement marcher, mais on passe complètement à côté de l'histoire. Pour faire ça, il faut un sacré courage. Le courage de se poser la question de qu'est-ce qu'on attend de moi? Qu'est-ce que je dois construire de particulier dans ma famille? Qu'est-ce que je dois mettre en place? La première règle, comme nous venons de le voir, c'est d'échapper à celui qui a voulu la maudire, cette famille. C'est-à-dire d'échapper à l'influence de quelqu'un qui s'appelle Bilham et qui a envie
de nous absorber, c'est-à-dire de faire perdre la spécificité de l'individu, en lui faisant abandonner par lui-même cette particularité. Comment cela? Comme nous venons de le voir, en faisant en telle sorte qu'il se sente honteux d'avoir cette particularité. De manière très concrète, ça veut dire quoi? Une famille se construit dans la capacité que l'on a de se dire « j'ai 20 ans, j'ai 19 ans, j'ai 21 ans, j'ai 22 ans, je construis mon couple ». Ça commence là. C'est-à-dire d'aller à l'encontre des systèmes qui nous disent « vis ta vie », kiffe l'existence, ou alors qui vont me dire « comment peux-tu imaginer construire une famille si tu n'as pas encore de quoi payer un loyer d'un 3 pièces et d'acheter la machine à laver la vaisselle ?» C'est totalement entendable. Ça, c'est Bilam. De me dire, il n'y a rien de grave. Si. Parce qu'à partir du moment où j'ai cette idée, je peux rencontrer l'autre qui est mon autre par excellence, mais je ne pourrai pas m'engager parce que pour moi, l'idée du couple n'est pas présente. Pourquoi? Parce que la société m'a dit que ça ne se fait pas qu'à ton âge, tu construis et tu t'investisses. Au nom de quoi? Au nom de quoi? C'est-à-dire qu'avant même de rentrer dans comment ça se passe dans mon couple, travaillons en amont. Le regard que l'on porte sur à quel moment on construit une famille, de quelle manière on la construit, sur quelle base on la met en place. Est-ce qu'il faut d'abord avoir un certain confort matériel, une certaine forme d'indépendance, et d'avoir fait des études comparatives, pudiquement, auparavant, pour pouvoir après arriver avec des images pleines dans la tête et faire des sélections à plus ou moins long terme pour savoir si on va s'engager ou pas. La vision juive de la famille, c'est de protéger celui ou celle avec qui je vais m'engager en n'ayant pas d'autre image dans la tête que lui ou elle. Construire un couple, c'est me préoccuper du fait que je n'aurai pas besoin de réfléchir quel est le prénom que je vais dire au moment où je me retrouverai près de l'autre. Parce qu'il n'y en a pas eu d'autre dans ma bouche. De ne pas me préoccuper de savoir si l'autre va penser est-ce que c'est mieux ou moins bien qu'auparavant, parce qu'il n'y a rien eu auparavant. De ne pas me préoccuper du fait de savoir si je suis en danger par rapport à un autre univers, parce que ce principe-là ne fait pas partie de notre univers. Vous allez me dire, bon, vous êtes bien sympathique, mais il fallait venir il y a 10 ans. Soit. Je suis d'accord. Mais je préfère venir maintenant plutôt que de venir dans 10 ans. Dans 10 ans, je serai encore là, Bezrat Hashem, mais même plus, hein, si déjà. Et vous aussi, et nous ensemble. Mais plus vous, hein, ça sera vos enfants. Enfin, ils seront encore petits. Mais l'enjeu, il est là. Alors on va dire, bon, ok, super. Donc cette partie-là existe. Mais on peut commencer aujourd'hui. On peut commencer aujourd'hui. On peut décider d'avoir aujourd'hui 18 ans. Même si on a légèrement plus. On peut décider aujourd'hui de construire la famille future comme si nous démarrions notre histoire dans une vision que la Torah a des choses. Il faut bien comprendre que quand la Torah crée chez nous des obligations de vigilance dans l'univers des relations, c'est pas par une forme de pudibonderie excessive ou une peur de tout ce qui a trait à l'univers du plaisir, mais parce que la Torah, en me demandant d'être vigilant, elle me donne les moyens de savoir comment je vais construire ma famille par la suite. Les Chachamim savaient parfaitement bien ce que veut dire la présence d'images et de souvenirs à l'intérieur d'une histoire future. La Gemara nous dit qu'un homme et une femme qui ont divorcé, aujourd'hui on n'a même pas besoin de divorcer pour ça, et qui se remarient, c'est 4 personnes dans le même lit, à minima. Alors je sais qu'aujourd'hui il y a des king size, ou je ne sais pas comment ça se dit, king size, oui, je vais prendre l'accent anglais, d'accord. Mais il y en a certains qui devraient avoir des lits extra méga larges, parce que c'est pas juste 4 personnes. Ça sert à quoi? À rien. Donc la Torah nous dit, sois vigilant. On n'est même pas dans le principe du permis et de l'interdit. Même pas là-dedans. On est tout simplement dans, mais tu vas construire un couple après. Pourquoi est-ce que le jour du mariage c'est comme Kippour? Parce qu'à Kippour, on considère qu'on redémarre tout. Est-ce que c'est juste pour sortir les violons, dire c'est Kippour, aujourd'hui on a pardonné à tout? Le jour du mariage, c'est comme Yom Kippour pour dire que Kippour, normalement, l'histoire elle redémarre comme s'il n'y avait jamais rien eu. Akadosh Baruch Hu nous donne cette force et cette possibilité, c'est extraordinaire. Akadosh Baruch Hu nous donne la possibilité à un moment de dire
que le passé n'est plus présent pour pouvoir construire un futur, mais il y a une chose qu'on ne peut pas oublier, c'est les souvenirs. Il y a une chose qu'on ne peut pas oublier, c'est les expériences. Le temps les atténue, le temps les fait disparaître. Et puis parfois, les expériences appartiennent à un univers et quand on se désancre complètement de cet univers, alors là-bas c'était une personne A, et aujourd'hui cette personne n'est plus la personne A, c'est une personne B. C'est vrai que c'est le même corps, mais c'est plus du tout la même personne. C'est ça le phénomène de Tchouva au passage. L'idée de la Tchouva, c'est que il y a eu un personnage A dans un univers A, et maintenant il y a un personnage B dans un univers B. C'est l'espoir que l'on a. Construire une famille, c'est donc travailler en amont. C'est-à-dire faire en telle sorte que ne soit présent dans le futur un passé dont il est difficile de se séparer et qu'il est difficile d'oublier. Ça, c'est déjà un premier point. Par la suite, comme nous l'avons vu, Bil-Am, Bolé-Am, celui qui veut nous absorber. Lorsqu'on veut construire une famille, on la construit sur quelle base? La plupart du temps, on a vu ça dans les contes de fées, ils se marièrent, furent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Et puis après, vous voyez l'homme et la femme qui partent ensemble, main dans la main, sur le chemin du bonheur. Et il y a marqué dans les films, The End. D'accord? Et dans la Torah, on dit, c'est maintenant que l'histoire commence. C'est-à-dire qu'un mariage juif, c'est le début d'une histoire complexe. Pas compliquée, complexe. Il y a une très belle image que la Gemara nous relate. Il y avait comme ça un jour dans un port, une foule de gens qui étaient présents pour saluer le départ d'un navire. Un navire qui était là et qui partait. Et tout le monde était là, bravo, extraordinaire, les feux d'artifice, la fanfare municipale, et ça chante et ça danse, c'est une super ambiance. Et le bateau s'en va. Et puis, quelques minutes après, un autre bateau rentre dans le port, mais bon, ça y est, la fanfare municipale est repartie, les hurrahs sont terminés, on ne jette plus de serpentins, de confettis, ça y est. Un maître était là, il dit, mais je ne comprends pas, c'est le contraire. Ce bateau part, mais priez pour lui. Quelles sont les tempêtes qu'il va devoir vivre? Quels sont les événements auxquels il va devoir se confronter? Il part pour un long voyage. Regardez cet autre bateau qui est en train d'arriver à terre. Celui-là réussit à traverser sans encombre une mer qui est parfois houleuse. Mer M-E-R. Hein. Et donc, il arrive à mon port. C'est lui qu'il faudrait applaudir. D'ailleurs, au passage, les maîtres nous disent que pourquoi on donne tellement de joie le jour d'un mariage? C'est d'abord pour célébrer la fin d'un célibat et pour donner des énergies pour pouvoir rentrer de plein pied dans ce que va être une des aventures les plus exaltantes et les plus compliquées qui soient, c'est-à-dire l'aventure d'un couple. On les encourage, on leur donne des énergies, on leur souhaite Mazal Tov. Mazal Tov, ça veut dire c'est quoi? C'est qu'il y a un Mazal, c'est-à-dire que des énergies positives aillent vers eux. Pourquoi? Parce qu'ils vont en avoir bien besoin. Ah, vous allez dire, si c'est comme ça, pourquoi il faut y aller? Et vous avez raison, c'est la raison pour laquelle il y en a beaucoup qui ne veulent pas y aller. Adam l'Amal Yulad. La Gemara nous dit que l'homme a été créé les Amal, pour l'effort. La notion de Amal, Aïn même Lamed, ce sont les mêmes lettres que le mot Meral qui veut dire au-delà d'eux. La particularité de l'homme, c'est qu'il est capable de se dépasser. L'homme a été créé justement pour arriver à se dépasser et être capable, même lorsqu'il voit des choses qui risquent d'être complexes, de comprendre que c'est justement ça son enjeu. C'est sa raison d'être. Le point de départ de son existence, c'est pour cela. C'est pas que la vie est un long fleuve tranquille et c'est la petite maison dans la prairie et puis éventuellement il y aura peut-être des difficultés, non. Adam, les Amal Yulad, le pour Amal, l'effort, Amal Me'al. Pour l'idée du dépassement, il a été créé, mais on ne se dépasse que dans une situation qui exige le dépassement. Mais c'est ça même l'histoire de l'homme. Un mariage juif, c'est être conscient de cela, dès le début. Et de savoir qu'au fond, à travers notre rencontre, il va y avoir une confrontation qui va nous faire grandir, et c'est cela au fond que l'on attend de nous. C'est cela au fond que l'on attend de nous. Alors parfois, pourquoi il y a des couples qui ne se font pas? Parce que l'un des deux a ce regard et l'autre ne l'a pas. Parce que l'un des deux, en effet, voit dans la difficulté éventuelle de la relation un tremplin pour arriver à se dépasser et à grandir, et l'autre voit souvent dans la difficulté de la relation
un prétexte pour pouvoir prendre la fuite. Après, chacun a sa vision des choses. La Torah considère que non, que l'univers du couple, c'est un lieu de confrontation dans lequel on va être obligé de se dépasser et de se révéler à soi-même ce que l'on pourrait être et que l'on n'a pas imaginé être capable d'être, à travers l'obligation que l'on se donne de réussir. À travers le fait que même si la Torah tolère et accepte le divorce, la Gemara nous dit que le misbéar, c'est-à-dire l'autel, pleure le couple qui divorce. Et qu'est-ce qui se passait sur un misbéar? Il y avait des korbanot. Et korbanot, c'est quoi? Ce sont des sacrifices. Mais korban vient de la racine karev. Karev, ça veut dire proche. Parce que la proximité entre deux êtres, elle n'existe qu'à travers la capacité que l'on a de renoncer à quelque chose. C'est-à-dire de ne pas vouloir installer à tout prix le schéma idéal tel que je l'avais conçu, mais d'accepter qu'une réalité ne sera pas nécessairement celle que je pensais, de savoir renoncer pour pouvoir faire exister. Le misbéar, qui est le symbole de cela, pleure, parce qu'il nous montre au fond quel a été l'échec. L'échec, c'est l'incapacité du renoncement pour pouvoir construire le rapprochement. Parce que de manière assez paradoxale, lorsque l'on est prêt à renoncer, on révèle à l'autre son importance, puisqu'on est prêt à renoncer pour lui ou pour elle. Donc quelque part, au moment du renoncement, on est dans le révélateur d'un vrai rapprochement, d'un désir d'être proche, parce que justement, c'est la raison pour laquelle je suis prêt à renoncer. Ça, c'est le regard que la Torah nous propose sur le couple. Un mariage juif, c'est ça. Nous sommes dans des sociétés dans lesquelles on nous a toujours appris que le plus important, c'est moi. Que le plus important, c'est avant tout mon bonheur, mon plaisir, mon bien-être. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je choisis l'autre. Je choisis l'autre parce que je pense qu'il va pouvoir m'apporter, me donner. Alors que la Torah nous dit, réfléchis non pas à ce qu'il va t'apporter, ce qu'il va te donner, mais réfléchis à ce que tu vas lui donner, ce que tu vas lui apporter. Bilam, c'est ça qu'il continue à introduire. C'est pour ça qu'on dit que Bilam, il est toujours présent. Bilam, il est celui qui justement veut décimer cette chose qu'il est obligé d'exprimer à la fin. Bilam, il dit Matovu alecha Yaakov. Il exprime sa louange de la famille juive. Parce que justement, Dieu, on dit, il lui a totalement renversé sa malédiction. Vous imaginez ce qu'il voulait faire? C'est exactement le contraire. Il voulait tout faire pour détruire la famille juive. Comment? Sa stratégie. Quelle stratégie d'absorption? Comment je t'absorbe? En faisant en telle sorte que tu te sentes méprisé, méprisable, parce que tu as ce regard et cette vision des choses. Parce qu'on va te dire comment? Tu supportes, tu la supportes, tu le supportes. Comment tu fais des efforts et qu'est-ce que tu as en échange? Quoi pour toi, un enfant c'est plus important qu'une promotion? Quoi, tu as envie de te marier, tu n'as pas voulu d'abord faire 1001 expériences? Quoi, tu as envie de renoncer à ta liberté en commençant à t'impliquer maintenant dans une histoire de couple? Et celui qui veut construire un couple juif doit être capable de dire « Oui, en effet, tu as raison. Vis-à-vis de toi, je suis fou. Vis-à-vis de toi, je n'ai rien compris à l'existence. Vis-à-vis de toi, je suis un naïf. Vis-à-vis de toi, je suis un pleutre qui n'a pas envie de rentrer dans un rapport de force à l'intérieur d'une relation amoureuse. C'est vrai. Mais ça ne me dérange pas. C'est ça que je veux construire. » Et c'est là où, au fond, est en premier lieu l'enjeu. Certains d'entre vous, peut-être, attendraient, et on va en parler un tout petit peu, de quelques éléments qui font qu'un couple peut fonctionner. Mais pour cette seconde partie, à la limite, vous pouvez faire venir tout le monde. Mais si on parle d'un couple juif, c'est d'abord un couple qui intègre le regard juif sur l'existence. Un couple juif, ce n'est pas un couple dans lequel on installe des rituels. Ça, c'est un couple de deux personnes juives. Vous savez, comme les écoles juives, qui sont la plupart du temps, malheureusement aujourd'hui, des écoles pour juifs. Mais non pas des lieux dans lesquels on véhicule les fondamentaux de la Torah, les priorités. Quelles sont les choses absolues vis-à-vis desquelles on doit se battre? Et que le reste, au fond, ce sont beaucoup plus des univers accessoires. Il faut être sacrément persuadé des choses pour pouvoir résister au pouvoir du système dans lequel nous nous trouvons, même à l'intérieur de notre communauté, même à l'intérieur du clan d'Israël. Regardez aujourd'hui, si une femme annonce qu'elle a 4, 5, 6, 7 enfants, voire plus, on la regarde avec un regard de commisération, la pauvre.
Elle s'est fait avoir. Vous savez, ça existe, hein, madame, la pilule, on a envie de lui dire parfois. Mais vous qui étiez si brillante, vous qui étiez promise à une belle carrière, vous qui auriez pu à un moment... Je suis désolé de dire cela, mais ça va très loin. Ah non, je ne vais pas nourrir mon enfant, il ne faut pas exagérer, de quoi j'aurai l'air sur la plage par la suite. Et ça devient évident, et ça devient normal. Et ça devient quelque chose qui fait que celui qui dit « ben non », eh bien on le regarde de manière bizarre, et il se sent méprisable, méprisé. Vous imaginez la force qu'il faut avoir construit à l'intérieur de soi. Construire un couple juif, c'est être capable de dire à la personne qui est en face, je suis désolé, mais la phase de la rencontre, ce n'est pas une phase de test. Ce n'est pas une phase dans laquelle tu vas faire une énième étude comparative pour savoir si la réactivité des peaux est identique. Non. Ah, mais sinon, qui me dit que? Et tu penses que tous ceux qui n'ont pas fait le test vivent une vie dans tous les domaines du couple, complètement sclérosés, coincés, dans lequel l'univers du plaisir et du bien-être n'est pas là? Ils sont tous fous, c'est ça. On me dirait, oui, mais je connais des gens qui... Bien sûr, moi j'en connais plein. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment la Torah voit les choses. C'est vrai que quand on arrive dans un univers Torah, mais qu'on y arrive chancelant, alors les choses se passent parfois un peu difficilement. Ah, mais si c'est comme ça, comment tu veux que j'avance? T'as raison, n'avance pas, salut. Bon vent. Si je ne suis pas quelqu'un de suffisamment important pour toi pour être capable de renoncer à tes appétits qui se situent un peu plus bas que ton cerveau, eh bien, c'est que sans doute, on n'a rien à faire ensemble. Je te remercie de me le dire à cette étape de la relation, ça me permet de ne pas perdre mon temps. Et on est dans un monde dans lequel on dit « Mais non, t'es fou, t'es folle, arrête, laisse tomber, sinon tu vas le ou la perdre. » Je perds qui? Je perds quelqu'un qui est incapable de tenir compte de quelque chose qui est fondamental, de quelqu'un qui invente toutes sortes d'argumentaires pour obtenir quelque chose qui va s'inscrire dans le ici et maintenant, de quelqu'un qui veut commencer par la fin F-I-N ou F-A-I-M. Non, non. Mais c'est vrai que c'est très angoissant en même temps. Mais à un moment, construire un couple juif, c'est capable en amont déjà de se positionner avec un regard Torah sur les choses et sur l'existence. À un moment, on a une histoire très intéressante avec le prophète Élie. Vous allez sûrement vous rappeler de cette histoire, je vous en ai déjà parlé. Lorsque Eliyahu Hanavi se retrouve sur le mont Carmel, avec le peuple d'Israël qui est en train à la fois d'un peu servir le bon Dieu, mais en même temps de servir les idoles du Baal, à un moment, le prophète Élie va dire une phrase qui est très politiquement incorrecte pour un rabbin. Il va dire au peuple juif, jusqu'à quand vous allez être en équilibre sur les deux plans de la balance? Im Lachem, si vous adhérez à la vision que Dieu a des choses, mais allez-y. Veim la Baal, si vous adhérez au Baal, aux idoles, mais allez-y. Jusqu'à quand vous allez être en équilibre et ne pas être bien ni ici ni là? Positionnez-vous, prenez une direction. Se positionner, prendre une direction, s'exprime après parfois dans le temps au niveau de la réalisation. Je suis d'accord. On ne passe pas du tout au rien du jour au lendemain, surtout pas, c'est quelque chose qui peut être dramatique et totalement déséquilibrant. Mais est-ce que je suis positionné? C'est-à-dire, est-ce qu'à un moment, j'ai une vision claire de là où je veux aller, comment je veux y aller, et autour de quels fondamentaux j'ai envie de construire mon existence? Ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, je vire d'un univers à l'autre, mais je prends une route. Poser Hachna Soipim, c'est celui qui est à droite, qui est à gauche, qui est à gauche, qui est à droite, qui est à droite, à gauche, à droite, à gauche, dans une forme d'équilibre permanent. Et la plupart du temps, ces énergies sont là pour gérer ces contradictions et non pas pour avancer dans une direction. Je suis désolé, c'est pas très gentil de le dire de cette manière. Mais je crois qu'à un moment, on n'a pas la possibilité de ne pas se poser vraiment cette question, parce que sinon, le temps passe, il avance de plus en plus. On est dans une société qui nous donne l'illusion de l'éternité. On est dans une société dans laquelle on nous dit « mais c'est bon, tu auras toujours le temps de faire cela plus tard ».
Je suis désolé, mesdemoiselles, de le dire de cette manière parce que je pense que c'est une phrase qui peut faire mal et je m'en excuse auparavant. Mais aujourd'hui, on va dire, mais c'est bon, tu peux congeler les ovocytes. Et certaines le font. Et parfois par peur, et je comprends, c'est pas simple. Et en tant qu'homme, je ne sais pas de quoi je parle. Parce qu'il n'y a qu'une femme qui peut comprendre. Moi, je ne sais pas de quoi je parle. Clairement. Je ne peux pas ressentir. Mais aujourd'hui, la société me dit, voilà, même par rapport à la problématique de la maternité, tu as toujours une possibilité de, voire même, tu feras un bébé toute seule. Et je ne jugerai jamais une personne qui aura fait ce choix, je ne suis pas à sa place. Et je ne suis pas le flic du bon Dieu, qu'on soit bien clair. Mais dans l'état d'esprit du monde dans lequel on se trouve, cette notion-là étant présente, elle ne nous oblige pas à un moment à nous positionner de manière claire, puisqu'il y aura toujours des sessions de septembre. Il y aura toujours des possibilités de. Je ne parle même pas du masculin, qui est persuadé, parce que le ratio homme-femme est légèrement à l'avantage ou au désavantage des hommes, je ne sais pas comment il faut le dire d'ailleurs, fait que c'est bon, on trouvera toujours quelqu'un avec qui un jour. On a envie d'avoir quel âge à la bar mitzvah de notre enfant? On a envie d'avoir quel âge à la bat mitzvah de notre fille? On a envie d'avoir quelles énergies pour danser à leur mariage à eux? Et je sais que c'est cruel quand je le dis de cette manière, parce que je pense que l'immense majorité aujourd'hui des personnes qui n'ont pas encore construit leur couple ont ce désir profondément ancré en eux et en elles, et que ce n'est pas faute de faire des efforts, mais parfois il y a des réalités qui font que les choses n'ont pas pu se mettre en place. Donc c'est pour cela que, si c'est pour sortir du cours avec un sentiment de culpabilité ou d'angoisse, alors ce n'était pas l'objectif. L'idée, c'est plus se dire à un moment, sommes-nous prêts à faire une forme de kippour pré-mariage pour pouvoir arriver au véritable mariage dans lequel il y aura ce vrai kippour? C'est-à-dire, sommes-nous prêts à un moment, quel que soit notre âge, quel que soit notre vécu et notre passé, à nous dire, je veux inscrire un couple juif, ça commence maintenant dans mon célibat. Ça commence maintenant alors que je ne suis pas dans mon couple. Ça commence dans une autre manière de fréquenter l'autre. Ça commence dans une autre manière de voir l'autre. Ça commence dans une autre manière de réfléchir à ce que veut dire l'engagement. Ça commence dans une autre manière de définir c'est quoi une priorité. Ça commence dans une autre manière de regarder qui est l'autre et quels sont les éléments fondamentaux dont j'ai besoin, dont nous avons besoin pour bâtir. Ça commence par faire tout ce qui est nécessaire pour évacuer les images. Ça commence par tout ce qui est nécessaire pour un moment ne plus être à l'écoute de ce que la société a défini, a défini comme étant un conjoint acceptable par elle, cette société. Arrêtons de nous préoccuper du regard que les autres auront de nous à travers la personne qui sera à côté de nous. Regardez qui je suis, regardez à côté de qui je suis. Non. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir qui est véritablement cette personne avec laquelle je vais bâtir. Je me rappelle un jour d'une jeune fille qui me disait, vous comprenez, moi je suis bac plus 7, il est bac plus 3. Je lui ai dit, écoute, si au niveau intellectuel, vous n'avez rien à voir, et quand vous parlez, vous êtes dans deux univers, je comprends. Mais si, au niveau surtout de l'intelligence émotionnelle, il y a des choses qui se passent, alors il est où le problème? Qu'on va te dire comment, avec un cursus pareil, c'est ça que t'épouses? T'as raison, rendez-vous dans 10 ans. Avec ou sans bébé dans les bras. C'est dur et c'est violent et je m'en excuse à nouveau. Je suis désolé de le dire de cette manière parce que je sais que ça peut faire mal. Et ce n'est pas du tout mon objectif, mais c'est un moment essayer de se dire, mais on a la possibilité à un moment d'inscrire un autre regard sur les choses. C'est un choix. Le problème c'est quoi? C'est qu'on a peur de le mettre en place parce qu'on est dans un monde dans lequel les autres ne fonctionneront pas sur ce principe. Eh bien, c'est pas grave. Tout l'univers de la Emouna, de la foi et de la confiance en Akadosh Baruch Hu se situe justement par rapport à cela. On va, si vous le voulez, essayer d'avancer, je regardais l'heure, je pensais que j'étais au début. On va essayer, si vous le voulez, d'avancer un tout petit peu plus. Donc, dans savoir maintenant, ça va être quoi un couple juif? Un couple juif, donc comme on l'a vu, ça s'élabore en amont.
Ça s'élabore en amont en se protégeant. Et si on ne s'est pas protégé parce qu'on était dans un monde qui nous a poussé à ne pas le faire, en décidant aujourd'hui d'avoir une certaine forme de vigilance, même si on ne peut pas totalement faire disparaître le passé, mais le passé ne sera plus un élément qui nous empêchera d'avoir un futur. Il sera là, il se diluera dans ce que l'on construira par la suite. C'est vrai. Mais déjà, n'en rajoutons plus. N'en rajoutons plus. Et si l'autre n'est pas prêt à jouer le jeu, c'est son problème. C'est pas le mien. Alors bien sûr, certaines personnes vont dire « Ah, serait-ce à dire donc que si l'autre à un moment continue à avoir toujours une attitude qui n'est pas complètement conforme à la loi juive, je dois dire stop. Regardez d'où on part, chacun, et sachez à un moment, au fur et à mesure, mettre des paliers. D'accord ? Chacun en fonction de son histoire. Mais voyez si l'autre est prêt à gravir ces paliers avec vous. Voyez s'il y a ce désir commun à un moment de revirginiser des relations, de faire en telle sorte qu'elles repartent sur d'autres bases, sur d'autres fondements. On peut le faire. Une fois qu'on rentre sur cela, alors on voit que Bilam a appelé la famille juive de deux noms, Ohel et Mishkan. Ohel, c'est une tente, Mishkan, c'est un sanctuaire. Ohel, une tente, c'est quoi une tente ? C'est quelque chose qui est en mouvement. Une famille, c'est un univers en mouvement. C'est-à-dire, c'est un univers dans lequel on doit savoir que la rencontre avec l'autre va me faire évoluer. Une famille, ce n'est pas un univers de personnes statiques qui essayent de cohabiter au mieux possible ensemble. Une famille, c'est un univers qui a l'image de cette tente, qui est en mouvement, c'est-à-dire je sais que la rencontre avec l'autre et la construction de la famille ne me laissera pas indemne au sens positif du terme, parce que c'est évident que pour pouvoir créer cette famille, je vais être obligé de mettre en place des mouvements dans ma propre vie. Je vais être obligé de renoncer à certaines choses, comme on l'a vu. Je vais être obligé à un moment de relativiser d'autres. Je vais être obligé par contre de m'investir sur d'autres points. Les définitions que j'avais des choses ne seront plus les mêmes. Avant, pour moi, Shabbat, c'était quoi ? Des repas, de la sina et de la sieste. Après, ça va être du travail et du travail. Vous allez dire, Shabbat, il faut se reposer. Non. Quand on est marié, on se fait une intraveineuse de caféine vendredi soir pour ne pas s'écrouler après le couscous. Ou le gefilte fish, comme vous voulez, suivant les origines. On fait l'effort, à ce moment-là, de se dire, quand j'étais jeune homme, jeune fille, si j'étais un petit peu comme une amie, à la fin du repas, c'était pas grave. Là, j'ai un conjoint qui a besoin que je m'investisse par rapport à lui. Là, j'ai des enfants qui ont besoin d'une vraie présence. Là, le Shabbat après-midi, je ne veux pas donner à nos enfants l'image que Shabbat, c'est juste un repas et une sieste. Mais c'est un moment d'échange, de jeu. On est, pardonnez-moi l'expression, explosé de fatigue. Mais c'est autre chose, c'est un mouvement qu'on a créé. Avant, ma vie, c'était quelque chose d'extrêmement rangé, cadré. Maintenant, c'est un univers dans lequel l'importance que je donnais à mon petit déjeuner est devenue totalement relative. L'importance qu'avaient mes amis est devenue totalement relative. Ah, moi, je veux bien me marier avec toi, mais attention, je continue mon poker, ma partie de boule est encore... Donc, en deux mots, je demande quoi ? Je demande quelqu'un qui vient de s'appeler une épouse ou un époux, à qui je demanderai de remplir un certain nombre de fonctions, mais moi-même, je ne bouge pas. C'est pas ça, un couple. Certains disent, tu comprends, pour moi, c'est important. Ben, reste avec ce qui est important pour toi. Ah, vous allez dire, mais si on leur dit ça aux filles, aux garçons, alors ils vont partir. Mais ça veut dire que tu as face à toi quelqu'un qui n'a jamais pris le temps de réfléchir. Donc, qu'est-ce qui fait qu'il a envie de s'investir, qu'elle a envie de s'investir avec toi ? C'est parce que tu es suffisamment attractif ou attractive, au niveau du look ou au niveau de la carte bleue. On ne se marie pas avec des photos ni avec un compte en banque. Quel élément qui a déterminé la relation ? Pourquoi l'autre s'est tourné vers moi et pas vers d'autres ? Il faut se poser un moment la question. Et c'est vrai que ce genre de questions nous amène à faire des choix qui sont d'abord des choix de rupture, c'est-à-dire des choix de gain de temps, de gain d'énergie, et même si on va faire perdre des actions à Kleenex parce qu'on le pleurera moins, ben c'est pas grave. Des choix de soirées dans lesquelles on ne pleurera pas ces illusions déçues, parce qu'on n'a même pas pris le temps de rentrer dans le monde de l'illusion, on l'a vu déjà et on a su à un moment se positionner par rapport à ça.
Ah bien sûr, j'exprime les choses de manière un peu radicale. Je mets confiance à votre bon sens, à votre intelligence pour savoir comment moduler cela dans la réalité d'une rencontre. Mais savoir qu'est-ce que j'ai en tête, c'est quoi au fond de manière ultime à quoi je pense. Lorsque l'on regarde, il y a une deuxième dimension. Il y a le Ohel et il y a le Mishkan. Mishkan, c'est la notion de Shrina. Shrina, c'est quoi? C'est la présence divine. La maison juive, une famille juive, c'est un lieu dans lequel Dieu est présent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi que Dieu est présent? C'est-à-dire qu'on se lève le matin, il y a un halo lumineux qui est dans la maison. C'est quoi au fond la présence divine dans une famille? La présence divine dans une famille, c'est tout simplement un lieu dans lequel tout le monde se préoccupe avant tout de ce que Dieu attend de lui dans ce monde. C'est tout. C'est-à-dire dans lequel il y a, je ne vais pas dire un credo, mais il y a un point de ralliement pour nous tous, pour l'homme comme pour la femme, et donc de facto pour les enfants. Non pas une famille dans laquelle on va pratiquer juste la religion, mais dans laquelle ça va être ça, au fond, notre préoccupation. De savoir qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu attend que l'on crée à travers notre famille dans l'univers. Et qu'est-ce qu'on va créer à travers notre famille dans l'univers? Quelque chose qui va donner la possibilité à d'autres familles d'exister, de par le fait que ce que l'on met en place, nous, en tant que famille, a un retentissement par rapport à ceux qui sont autour de nous, et qui peuvent à leur tour aussi construire leur propre famille et leurs propres univers. C'est vrai que après il y a des détails, où on habite, comment on vit, comment on va en vacances. Mais ça, ce ne sont que des détails. Oh, regardez, la majeure partie des gens sont focalisés essentiellement sur des cadres. Le lieu d'habitation, la parnassa et les vacances, ce ne sont que des cadres. La Torah est intéressée de savoir qu'est-ce qu'on met dans le cadre. Qu'est-ce qui va être présent à l'intérieur de ceci? Bilam, donc, il veut détruire ça. Bilam, il a compris qu'il faut être boléa. Bilam, il a compris que l'objectif, c'est qu'un discours pareil puisse être tourné en dérision, que l'on puisse faire en telle sorte que celui qui dit des phrases pareilles soit regardé comme un extraterrestre, comme quelqu'un qui n'a rien compris à la réalité du monde, comme quelqu'un qui est au fond dans des doux rêves, comme quelqu'un qui ne connaît pas les choses telles qu'elles sont. En ce qui me concerne, je suis vraiment désolé, mais paradoxalement, je sais vraiment de quoi je parle, parce que quand vous gérez des centaines de couples en crise, et quand je dis centaines, c'est que j'ai envie d'être encore dans le light, parce que sur les années, ça en fait plus avec une structure, ben vous voyez très bien que ce que l'univers qui est autour de nous nous a proposé n'aboutit pas à ce que l'on rêve. Et c'est intéressant de voir que c'est présent aussi dans des familles juives pratiquantes. Parce qu'on peut être un juif pratiquant, mais vivre notre relation de couple et notre famille comme Bilham nous l'a proposé, avec des focales sur des choses qui ne sont que des détails, avec une réflexion d'abord sur ce que l'on peut prendre sur l'autre. On peut aller tous les matins à la synagogue et faire de la gymnastique, et malgré tout être dans cette vision des choses. Le religieux n'est pas nécessairement l'expression d'une vision juive des choses. Le religieux peut s'arrêter à une pratique technique. Et Bilam, au fond, ça ne le dérange pas qu'on fasse le couscous vendredi soir et le kidouche et qu'on aille prier le matin. Ce qui l'intéresse, c'est que quand à un moment notre vision des choses s'inscrit en faux, qu'on se sent tellement mal, que l'on décide de faire ce que les autres nous ont demandé de faire, et à partir de cela, faire en telle sorte que la famille juive ne soit qu'une coquille vide, ne soit quelque chose qui est une vie, une image de quelque chose qui semble être juif. Il y a de la kippa, il y a de la mezouza, il y a du kidouche, il y a de l'ambiance, il y a du seder, il y a des choses. Mais en dehors de ça, manishtana, quelle différence entre cette famille et une autre? Aucune. Les mêmes préoccupations, le même regard, la même importance qu'ont les médias dans la manière dont on va conditionner notre regard sur la consommation, les mêmes types de conversations que l'on peut trouver par ailleurs. Bilam a gagné. Bilam, au fond, a gagné en faisant ça. Notre défi à nous aujourd'hui, c'est d'avoir envie d'y réfléchir. Notre défi à nous aussi, c'est d'être capable de ne pas voir à l'intérieur de ce qui n'est pas une impossibilité d'un futur.
Notre défi à nous, c'est de nous dire, mais au fond, si à un moment on est prêt à s'inscrire de manière claire dans une direction, l'histoire va se mettre en place. Comment et de quelle manière, on ne le sait pas. C'est vrai que parfois il faut évacuer les scories du passé qui nous empêchent de nous engager. C'est vrai que parfois, il faut un certain temps pour réussir à faire en telle sorte que les traumatismes que nous avons vécus, les souffrances que nous avons pu vivre, puissent disparaître pour réussir à nous impliquer dans une nouvelle histoire. Mais ce n'est pas grave. Parce qu'il faut comprendre que tous ces moments-là participeront par la suite de la beauté de ce que l'on construira. Pourquoi? Parce que lorsque l'on a vécu l'insupportable, alors on a une sensibilité particulière pour pouvoir véritablement construire quelque chose qui sera bien plus que supportable. Parce que le passé va alimenter notre sensibilité et nous permettra au contraire, dans ce couple que l'on va construire, de savoir être le plus juste dans notre manière d'être, si tant est que nous avons décidé de prendre le temps d'y réfléchir. Voilà quelques pistes, quelques points de départ sur ce sujet. Quand je vous dis qu'on n'est qu'à l'introduction des choses, je pense que vous me croirez, mais j'avais envie de partager avec vous ce soir cette réflexion. Comme je vous l'ai dit, c'est peut-être pas simple à entendre, c'est peut-être pas simple aussi à dire. Il faut l'entendre, je pense, non pas à travers le prisme d'un regard sur ce qui s'est passé, mais à travers des bases à partir desquelles on peut mettre en place un futur. En mitpalelim al she'avar. La Gemara nous dit, on n'a pas à prier sur le passé, ça ne sert à rien. En mitpalelim al she'avar. Pourquoi? Parce que tout ce que l'on prend pour penser au passé, ce sont autant d'énergie qui nous empêchent de construire le futur. Le passé est. Il a eu lieu comme il a eu lieu, point. C'est comme cela. Il fait partie de notre histoire. Ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'il est le socle sur lequel on va bâtir quelque chose de beaucoup plus fort. La Gemara nous dit que quelqu'un qui fait, par exemple, tchouva, c'est-à-dire qui fait un retour, là je parle à la Torah, mais ahava par amour, zedonot, même les choses qu'il a fait intentionnellement, nasot zechiot sont des mérites. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui décide de transformer les choses par amour, parce que tout simplement il a envie d'être dans quelque chose qui est du domaine du bien, pardonnez-moi, tout son passé sont autant d'armes qu'il pourra utiliser par la suite pour pouvoir construire un meilleur futur. Parfois, il faut pleurer son passé. Parfois, on a besoin d'un tiers. En français, dans le texte, ça s'appelle des thérapeutes, mais des gens qui connaissent leur métier, pour pouvoir faire le point et comprendre qu'est-ce qui fait qu'on a souvent joué contre son camp. Comprendre pourquoi on n'a pas voulu voir des choses qui étaient tellement visibles. Ça, c'est vrai. Parfois, on en a besoin. Il faut faire preuve de courage que de se confronter à un moment à certaines choses qui ne sont pas simples à voir, mais qui au fond sont le préambule de quelque chose qui sera Bezrat Hashem beaucoup, beaucoup, beaucoup plus beau. Voilà quelques pistes de réflexion. Si vous le voulez, on passe à vos questions. À vous les questions. Pardonnez-moi. Allez-y. Je suis sur ce sujet, vous n'avez pas de questions, alors là... Moi j'ai une réflexion, mais elle est un peu déprimante. Ah non, c'est pas l'objectif. Hein. Vous parlez de l'après-rencontre et les dysfonctionnements qu'ils peuvent avoir à travers le couple. Mais en amont, il me semble un désastre, c'est la rencontre. Il me semble que aujourd'hui, à Paris, on n'arrive pas à se rencontrer entre les filles juives et les garçons. Et je vais même plus. Il y a des tranches d'âge qui sont je dirais, c'est fini. Pourquoi je dis ça? Parce que il y a un critère important, la différence d'âge. D'accord? Beaucoup de jeunes femmes, de femmes ont ce critère-là en tête, surtout avec les rencontres par fiches interposées, type J-Dream, Internet et compagnie. Si vous êtes hors des clous, alors que vous pouvez avoir des notes, je dirais, honnêtes, moyens,
il y a ça, il y a la parnassa, bon, ça peut être avec plus de bienveillance, mais il y a probablement un certain nombre d'hommes qui ont des illusions, et malheureusement j'en fais partie, et je me rends compte que l'horloge biologique, de fait, elle tourne aussi pour les hommes. Alors, vous dites qu'on est hors des clous par rapport à la définition qu'on a donnée des choses. D'accord. D'accord, non mais attention, j'entends, mais attends. Je sais, je vais vous dire, c'est quelque chose que j'entends, et même je l'entends beaucoup. Je pose la question suivante. Vous dites, si à un moment, on a l'âge qui est hors des clous par rapport à certaines jeunes filles, c'est-à-dire, je considère, alors je vais prendre un truc bête, j'ai 40, moi je considère qu'une jeune fille devrait dire, je peux me marier avec toi, même si je n'ai que 25. Qui a raison? Le marché. Donc, très bien. La main invisible du marché. Alors, la question, c'est que vous considérez que oui, elle considère que non. Prumsdus qui a raison. Tout dépend de quel côté on se met. Maintenant, pourquoi moi? Pourquoi l'homme ne dirait pas? J'ai tel âge, et au fond, pourquoi je ne serais pas prêt à épouser une femme qui est proche de mon âge? Pourquoi pas? Par exemple, il y a des gens comme des désirs d'enfant. Comme un désir d'enfant. Il y a des hommes un peu tardifs, bon, ils aimeraient peut-être avoir... C'est comme les vendanges, quoi, d'accord? Bon, les gens, forcément, payés, c'est pas mal, 45 ans, 27 ans, Eh bien, ok, j'entends. La question est de savoir maintenant à quoi on est prêt à renoncer. C'est extrêmement dur ce que je dis. C'est-à-dire qu'à un moment, je peux imaginer la difficulté que peut avoir une femme, et je ne suis pas dans un jugement parce que d'abord je ne sais pas de quoi je parle. Je vais vous dire, dans le monde de l'Aïshiva, on se marie entre 20 et 22 ans, et je suis sorti du monde de l'Aïshiva, donc je ne sais pas de quoi je parle. Oui, non, je ne sais, donc c'est pour ça que je vous dis, je ne sais pas de quoi je parle. Je ne peux même pas ressentir ce que vous dites. Donc c'est pour ça que ce sont des mots, mais il y a une dimension qui est absente de mes mots, et j'en suis parfaitement conscient. Ce qui est sûr, c'est qu'à un moment, j'essaye d'imaginer le regard que le féminin peut avoir sur un masculin qui, au fond, a comme préoccupation de « j'aimerais maintenant avoir des enfants » et de cette personne qui, qu'on le veuille ou pas, se pose quand même la question « mais qu'est-ce qui a fait que jusqu'à présent, cette préoccupation n'a pas été là ?» Et je ne juge personne, parce que chacun a son histoire, et ses traumas, et ses complexités, et ses ruptures, et sa famille, et que sais-je. Mais je ne peux pas empêcher l'autre d'être dans ce questionnement. Et c'est là où les choses ne sont pas simples. Parce qu'à un moment, il est légitime. Et de l'autre côté, il y a peut-être d'excellentes réponses. L'idée, c'est est-ce qu'on a le courage d'être dans la question, et est-ce qu'on est prêt à croire à la réponse. Et comme, parfois, malheureusement, des expériences font qu'on a peur de croire, alors même celui en qui on pourrait croire, on n'a plus envie d'y croire. Et c'est une Gemara Mefureshet. La Gemara dit comme ça, je vais essayer de voir si je la trouve. C'est une Gemara donc tout vote. Hop, c'est pas là. Bon, elle n'est pas ici. Bon, c'est pas grave. Non, elle n'est pas ici. Il en manque 2-3. La Gemara donc tout va dit comme ça. La Gemara dit Alenu la kirtova la ramaim. La Gemara elle dit nous devons remercier les crapules. Ah, pourquoi? Chez Ilmalehen, dit la Gemara, car si c'était eux, si ce n'était eux, nous transgresserions de manière régulière un interdit de la Torah, qui est quoi? De ne pas donner à celui qui tend la main. De quoi la Gemara parle? La Gemara dit, un jour il y a un pauvre qui arrive, il vous dit donne, et c'est un vrai pauvre, et vous donnez pas. On transgresse un interdit de la Torah. Après 120 ans, on dira je suis désolé, je ne suis pas coupable, parce qu'il y a eu 3 crapules auparavant qui m'ont dit donne, j'ai donné, je me suis rendu compte que je me suis fait avoir. Donc comme j'ai eu peur que le 4e soit une crapule, j'ai pas donné. Ah, en l'occurrence, c'était pas une crapule, comment tu veux que je sache? Le problème, c'est que c'est pas celui qui n'a pas donné qui sera convoqué au tribunal. C'est les 3 crapules précédentes qui ont fait que l'autre a eu peur de par sa mauvaise expérience. Si on pousse cela dans l'univers des relations,
C'est pas simple. C'est-à-dire qu'à un moment, oui, on peut être victime de ceux dont la parole n'a pas été une parole, de ceux dont les promesses n'ont pas été des promesses, de ceux qui ont raconté des choses alors que c'était radicalement faux, alors que nous, notre parole est une vraie parole, nos promesses sont des vrais engagements et on peut compter sur nous. Seulement le problème, c'est que l'autre ne le sait pas, parce que l'autre y a cru, y a vécu de tels désenchantements qu'il a peur ou qu'elle a peur. Et c'est ça, au fond, aujourd'hui, un vrai drame. Le drame, il est la peur que l'on a, qui se construit sur des expériences dans lesquelles des inconscients, au masculin et au féminin, nous ont amenés. C'est ça, au fond, le drame. Et là-dessus, on a une responsabilité. Maintenant, quelqu'un est dans le regret de ce regard inconscient sur la relation qui peut amener maintenant l'autre à ne plus pouvoir s'engager, qu'il prie pour toutes ces personnes. Oui, avant de prier pour son propre couple, soyons capables de prier pour toutes les personnes qui, de par ce qu'on a pu leur faire subir à un moment, sont dans la peur de l'engagement au regard des expériences qu'elles ont pu vivre. Ça, c'est le début de la tchouva. Ça, c'est quelque chose qui peut être entendu là-haut. C'est peut-être des choses qui peuvent ouvrir. Mais c'est sûr, et cette équation-là, comment vous aidez quelqu'un à se débarrasser de ses peurs? C'est pas simple, surtout si elles sont nourries par des expériences. Ce n'est pas simple. C'est la raison pour laquelle être capable de rassurer, ça va souvent passer à travers un tiers. Mais un tiers de confiance. Celui à qui vous seriez capable de donner vos 100 000 euros, qu'est-ce que je dis 100 000? Vos 10 millions d'euros à gérer les yeux fermés. Et pas confiance à quelqu'un qui dit « tu peux me faire confiance, tu lui donnerais 20 000 euros à gérer ». Non, alors tu ne peux pas lui faire confiance là-dessus. Il est adorable, il est très bien, il est super, c'est même un rabbin si tu veux. C'est même un rabbin, ou une rabbine, il n'y a pas de problème. Ou alors même quelqu'un qui s'est arrogé de manière complètement péremptoire le titre de marieuse. Super. Tu lui donnerais ton argent? Non. Alors pourquoi tu penses que ce qu'il te dit c'est vrai? Il existe encore aujourd'hui des gens qui sont fiables. J'ai appris de mes maîtres que quand on rentre dans l'univers de la rencontre, ceux qui font en telle sorte que rencontre il y ait doivent avoir une chose en tête. C'est que si ça ne marche pas, aucun des deux protagonistes ne puisse dire « on s'est moqué de moi ». Ça n'a pas marché, ça n'a pas fité, mais on ne s'est pas moqué de moi. J'ai rencontré quelqu'un de qualité, avec lequel je me suis rendu compte au bout de 3 rencontres qu'en effet, il n'y avait pas de direction commune par rapport à un certain nombre de choses et qu'au niveau émotionnel, ce n'est pas passé. C'est dans le domaine du possible. Voilà, ça c'est la règle. Maintenant, là-dessus, je pense que notre travail à nous, c'est au niveau de la tfila. Prier. Que chacun soit capable de faire la tfila de son côté. Non pas Hachem envoie mon zivoug, mais fait que tous ceux qui risqueraient aujourd'hui d'avoir de la difficulté à trouver leur zivoug à cause de ce que j'ai pu leur faire, soit volontairement, pas rigolo, ou alors involontairement, eh bien trouvent leur zivoug, fassent que ce que j'ai pu créer chez eux comme élément bloquant disparaisse. Que ceux qui ont créé des illusions sur la base de regards qui ne voulaient rien dire d'autre que si ce n'est « viens, j'ai envie de passer un moment avec toi », eh bien puissent trouver leur conjoint. Si on est capable de faire la tfila de cette manière, vous ne pouvez pas vous imaginer, je pense, comment ça peut ouvrir des portes. Je ne vais pas la jouer au baba en vous disant « faites-le, vous allez voir ». Mais de ce que j'ai reçu de mes maîtres, et la Gemara dit « celui qui prie pour l'autre, HaKadosh Baruch Hu l'écoute lui aussi ». Voire même parfois en premier, mais ce n'est pas prier pour que l'autre trouve. Prier pour que tous ceux qui, à cause de moi, pourraient ne plus trouver, puissent trouver la personne. Ça, c'est beaucoup plus puissant, parce que c'est d'abord reconnaître. Et quelque part, cette reconnaissance nous transforme, et comme je ne suis plus le même, alors celui qui doit me voir pourra me voir. Parce que la tfila d'il nefesh hachaim, elle transforme l'homme. Elle fait en telle sorte que celui qui était n'est plus le même. Et donc la personne qui devait voir cette personne pourra la voir, parce que cette personne est devenue celle qu'il devait voir à travers cette tfila. Voilà une piste, mais c'est évident,
c'est évident, comme je l'ai dit tout à l'heure, que je ne sais pas de quoi je parle. Et c'est vrai que la réalité de la souffrance, du temps, de la solitude, des expériences et tout ça n'est pas simple. Mais le Man Hachem, soyons capables de savoir être vigilants, de comprendre que parfois les manières un peu pas spécialement élégantes que quelqu'un peut avoir pour essayer de construire un contact sont parfois peut-être l'expression d'une timidité, mais que si derrière il y a des tentatives d'autres types de contacts, comprendre que ce n'était pas de la timidité, mais c'était de la bassesse et de la grossièreté. Soyons capables de faire le crédit, de dire que peut-être que la personne qui est en face pense qu'elle doit avoir certaines postures pour soit. Mais, pardonnez-moi, être capable très rapidement d'identifier quels sont les éléments qui font que non, l'histoire ne peut pas exister. Voilà. Ne serait-ce que ça, c'est énorme. Et après, c'est aimer que ce soit en France, aux États-Unis, ailleurs, c'est l'épreuve de notre génération. C'est l'épreuve de notre génération et je pense qu'il y a des tikkunim qui se passent, il y a des réparations, c'est évident qu'il y a des choses. Parce que c'est que même dans le milieu orthodoxe, il y a aujourd'hui ce problème. En Israël, dans le milieu que l'on appelle sioniste religieux, il y a de plus en plus ce problème. Dans le milieu orthodoxe aussi, il y a bon nombre de personnes qui ont difficile à trouver. C'est le nisayon de notre génération, c'est clair. Il y a ici une forme d'épreuve qui est en train. Rappelons-nous Yeshua Hashem Kerafaïn. Akadosh Baruch Hu, parfois, c'est un déclic. En amont, bien réfléchir. Quel est l'essentiel, quel est l'accessoire? Qu'est-ce que j'ai besoin de plus? Je vais être un peu... Un jour, un garçon est venu voir un de mon frère en Eretz Israël. Il a dit, j'ai rencontré une fille, elle est super. Mais il dit, mais au niveau du look, c'est pas exactement ça. Mon frère lui a dit, est-ce que vraiment tu t'imaginerais même jamais la prendre dans tes bras? C'est-à-dire, tu peux pas, et ça peut être dans les deux sens. Il dit, si c'est ça, la Gemara te dit, t'as pas le droit. Et si tu dis, je ne pourrais même pas imaginer la fille comme le garçon dans les deux sens. Là, c'était un garçon qui parlait, ça peut être dans l'autre sens aussi. La Gemara dit, c'est pas possible. La Gemara dit qu'une femme, elle peut divorcer si elle dit, Maïsala, il me dégoûte. C'est quelque chose qu'on peut entendre comme... Il dit, non. Il lui dit, mais dis-moi, qu'est-ce qui va être le plus important? C'est la dimension vraie des mots qu'elle prononcera quand justement tu seras dans des moments dans lesquels tu verras plus tellement le visage parce que ce sera la nuit, ou juste la personne avec laquelle tu te promèneras dehors et que tout le monde regardera. Et au passage, si tout le monde la regarde, au bout d'un moment, tu vas être un peu ennuyé. C'est tout. Sur ce genre de choses, sur le niveau des études, sur les histoires de famille, etc. et tout, je ne donne pas un cours maintenant sur la rencontre, sur les fondamentaux, mais on doit essayer d'y réfléchir. Réfléchir, quelles sont les choses qui sont fondamentales, de quoi j'ai besoin aujourd'hui, quels sont les axes fondamentaux. Je vais raconter une histoire incroyable, qui est très banale en même temps. J'avais une élève, qui voulait se marier, et elle a rencontré un garçon. Elle, c'était ce qu'on appelait j'aime pas les termes, mais je veux dire, une jeune fille normale, c'est-à-dire sympathique, agréable, présentable, etc., mais c'était pas la bac plus 12, c'était pas la photo de magazine, c'était pas l'héritière de je ne sais qui. Une jeune fille du Klal Israël. Le garçon pouvait avoir ce qu'on appelle des prétentions. Style jeune premier... Enfin voilà, c'est-à-dire il s'est marié avec elle. Ça fait des années, ils ont déjà fait la bar mitzvah de leurs enfants maintenant, enfin déjà d'un des enfants. Et il m'a dit... Mais maintenant, je vous racontais l'autre élément de l'histoire. Il s'était marié avec quelqu'un qui correspondait sur les photos. Ça a duré 1 an. Il a divorcé. Il m'a dit, si je n'avais pas divorcé, j'aurais jamais su qu'est-ce qui était essentiel pour moi. Oui. Genre, à quoi? Mais t'aurais pu. Il dit, oui, j'ai pu, et j'ai eu, et j'ai payé. On n'est pas obligé de passer à travers ce genre d'expérience pour savoir où est l'essentiel. On n'est pas obligé de passer à travers ce genre de choses pour se dire, mais au fond, mais qu'est-ce qui va être le plus important dans ma vie? D'avoir quelqu'un de solide, de fiable, de gentil, qui a envie de construire, qui a envie de bâtir. Mais c'est ça dont j'ai besoin, c'est ça qui est capable d'avoir de la reconnaissance. Mais attendez, mais c'est ça qui rend heureux au quotidien, avec lequel, bien sûr, mais que l'autre n'aime pas les films de machin, mais qu'est-ce qu'on s'en moque? Et que l'autre dise, non, moi, mon truc, c'est pas les voyages, vas-ma. Ah, mais moi, non, tu comprends, moi, j'adore voyager. Et alors? Continue à voyager.
en single. Continue, pas de problème. Ça c'est Bilam. Ça c'est Bilam qui dit, non mais tu comprends, si vous ne partagez pas les mêmes trucs. Vous n'aimez pas du tout le jazz. Et alors? Et alors? Il n'aime pas, il n'est pas. Et alors? Un point sur lequel, comme le disait toujours un de mes maîtres, les midotes, les qualités humaines, ça oui. Ça, là-dessus, on ne peut pas être mevater, on ne peut pas mettre de côté, c'est ça qui est l'ossature du couple juif. Le reste, c'est des choses qui existent ou qui n'existent pas. Voilà, je ne sais pas si j'ai totalement répondu, je n'ai pas apporté de solution, ce qui est sûr. Quoique l'ouverture de la tfila, c'est peut-être quelque chose qui peut aider. Autre question? Oui. Sans rentrer dans la caricature, mais en prenant en compte les difficultés de la société aujourd'hui, les difficultés matérielles, vous ne pensez pas qu'à côté du questionnement de la vision Je vais redire à voix haute la question. de la question de la vision du couple, il faut quand même avoir un intérêt d'avoir une construction personnelle, parce que sinon, voilà, les difficultés, elles seront là au quotidien, et c'est avoir plus de difficultés si on ne s'est pas construit nous-mêmes pour construire ce couple. C'est évident qu'il faut se construire pour construire. C'est-à-dire on doit d'abord se construire avant de se construire, c'est ça votre question? Oui, puis même se construire au niveau matériel. d'une certaine façon. Pourquoi? Quand vous allez être sous la choupa, on va lire une touva. Et dans la touva, il y aura marqué Vana, Afalar, Vokir, Vozen, Minaï, etc. et tout. Ah, le fameux truc là que le rabbin il dit. Ça a une traduction, hein. Et dans la traduction, il y a marqué « Et moi, je m'engage, dit le monsieur, à te nourrir, à te chérir, à s'occuper de toi, etc., à te fournir les vêtements et tout, et tout, et tout. » Normalement, c'est le job de l'homme. Une femme n'a pas à se préoccuper de ça. Maintenant, si j'ai besoin de me dire, j'ai besoin d'avoir une parnassa, parce que comme ça, si je veux divorcer, je pourrais divorcer, ça, je peux l'entendre. Et je l'ai entendu. Et malheureusement, je peux le comprendre. Dans un monde dans lequel, de Bilam, dans lequel on a appris que le pouvoir économique donnait le pouvoir. Ouais, alors c'est vrai. La Gemara dans Yvamot, elle dit que l'homme, avant de rencontrer la femme, il essaie d'abord de tourner vers le monde animal. Si peut-être que dans le monde animal, je rencontrerai mon conjoint. Marre de fou. La Gemara dit, une fois qu'il a vu que dans le monde animal, avec les girafes, les hippopotames, les zèbres, les antilopes, etc., il n'y avait pas, il a créé la femme. Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette Gemara? Elle veut dire des centaines de choses. Mais une des choses qu'elle veut dire, c'est la chose suivante. La relation entre l'homme et l'animal, c'est une relation verticale. L'homme s'est rendu compte que dans une verticalité, il n'y a pas de relation possible. La seule relation possible, c'est dans un face-à-face. Une relation horizontale. Pourtant, l'homme, il a le pouvoir d'être dans une relation verticale. Le pouvoir économique est l'autre pouvoir, n'est-ce pas, dont il a abusé et abusé. C'est le moins qu'on puisse dire. Si c'est ça, tu regardes la femme comme un animal. L'animal dépend. Mais c'est vertical, avec ça on ne peut pas se marier. C'est vrai, c'est Bilam, voilà, ça c'est le problème de Bilam. Ce que vous dites, pas vous maintenant à titre personnel, c'est ce que Bilam a réussi à introduire. Et c'est terrible, parce qu'au fond, il n'a pas réussi à introduire le fait que vous êtes en train de le dire. Il a réussi d'introduire dans le clan Israël l'idée que c'est moi qui amène l'argent, I paid, I said, c'est l'anglais. Je paye et c'est moi qui dirige. C'est marqué où ça? C'est marqué où? Mais tu as une obligation de payer. On n'est pas obligé d'aller rue du Faubourg Saint-Honoré tous les jours, soit. Mais c'est à ça que tu t'es engagé sous la roupa, mon cher. Mais c'est ça ton obligation. Mais il ne manquerait plus que ça. Il y en a qui me disent, vous vous rendez compte, mais c'est moi qui lui paye. Je lui dis, bah dis-moi. Mais qu'est-ce que tu as fait sous la Torah? Qu'est-ce que tu as signé? Devant tout le monde, tu as dit, je signe, et tout le monde a vu. Mais c'est ça, hein. Rupture de contrat. Bilam, il a fait en telle sorte qu'un homme qui aujourd'hui assume son rôle et la femme dit « Moi je suis à la maison tranquille, je m'occupe du ministère de l'Intérieur et toi des Affaires étrangères », il considère qu'il est mal loti. Qu'est-ce que j'y fasse? Ça c'est Bilam. Maintenant, vous vous dites « Moi le travail c'est quelque chose dans lequel je me sens bien, je m'épanouis ». Mazal tov, travaillez. Mais c'est vraiment parce que vous avez envie de le faire pour vous. Je suis bien placé, j'ai une épouse qui travaille depuis qu'on est mariés, donc... D'abord, elle travaille à me supporter, et puis après, elle... Donc, mais c'est... Il n'y a pas de problème, mais c'est juste pour ça. Bilam, il a fait en telle sorte que même la Ptouvon, c'est plus ce qu'il y a marqué dedans. Donc, vous voyez qu'il y a un travail en profondeur à faire. Là, on va peut-être pas pouvoir arriver jusque-là pour l'instant. Mais voilà, c'est... Alors, aujourd'hui, oui, en effet, il faut se construire pour construire. Mais à force de vouloir se construire, on risque de jamais construire. On s'est construit pour construire. D'accord, Mazal Tov, et qu'est-ce que tu as construit? Ah non, je me construis.
Parce que après, c'est comme les garçons qui me disent, ou les filles, mais tout souvent les garçons, je me sens pas prêt. Je vous donne le principe suivant qui est validé et vérifié. Moins tu te sens prêt, moins tu te sentiras prêt. Il y en a certains, ça fait 20 ans qu'ils ne sont pas prêts. Mais qu'est-ce que tu fais alors tous les jours? Je me sens pas prêt. Tu crois que je me sentais prêt, moi? Mais on n'est jamais prêt. On n'est jamais prêt à affronter quelque chose qui de toute façon est inimaginable et inconnu. Tu es prêt à affronter quelque chose, mais tu ne sais même pas ce que c'est. Tu ne sais même pas ce que ça veut dire vivre au quotidien avec quelqu'un. Ah, on a déjà essayé. On a déjà essayé dans un univers dans lequel se séparer, c'est juste on s'est séparé. Pas dans lequel se séparer, c'est on a divorcé, un constat d'échec. C'est pas la même chose. Parce que vivre dans le savoir que si je veux, je peux partir demain, et ça ne sera pas vécu comme étant un échec, mais juste ça n'a pas marché, fait que paradoxalement les choses se passent moins mal. C'est ce qu'on appelle avoir pas de salaud, du pain dans sa gibecière. Si je veux, je peux partir demain. Donc je gère le quotidien de manière plus sympathique. C'est ça hein, aussi. Pourquoi la Torah dit ça sert à rien d'essayer avant le mariage? Parce qu'avant le mariage, c'est sûr que ça ne peut marcher que bien. Et parfois, quand on a de la chance, ça marche mal et on ne se retrouve pas dans une galère encore plus compliquée. Ça, c'est quand on a de la chance. Quand Akadosh Baruch Hu nous aime, alors il fait qu'avant le couple, on découvre des choses qui nous montrent bien que le couple aurait été insupportable. Mais ce n'est pas obligé d'essayer. Autre question? Je me dis qu'il est déjà 10h30. Hein. Y a-t-il encore une autre question? On clôt la séance. Très bien. Alors merci pour